bienvenue dans un autre épisode de Cases de crime véritable. Aujourd'hui, nous avons une affaire choquante pour vous, remplie de rebondissements qui ont stupéfié les enquêteurs impliqués. 23 février 1991, Dan Willoughby, un père dévoué, ramène ses enfants à la maison de vacances de la famille sur la plage. Les visages des enfants rayonnent de l'excitation de leur récent voyage au musée, impatients de partager leurs aventures avec leur mère, Trish. En entrant dans leur maison, sa fille de 10 ans se précipite devant ses frères et sœurs, bondissant dans la chambre pour raconter à sa mère toute leur journée. Mais l'excitation s'arrête brusquement lorsqu'elle tombe sur une scène qui restera gravée dans sa mémoire pour toujours. Trish Willoughby, une mère aimante, gisait inconsciente sur le lit. La pièce témoignait d'une lutte acharnée. Trish avait été brutalement attaquée, poignardée, assommée et étranglée. Un couteau à beurre était planté dans sa tempe. Un glaçant après-coup de la violence qu'elle avait subie. Une serviette ensanglantée enveloppait sa tête, une vision qui entrait sa famille à jamais. Les enfants étaient sous le choc, leurs pleurs résonnant dans la maison de plage jadis tranquille. Malgré ses blessures horribles, Trish était toujours en vie, gémissant de douleur. Les vacances familiales idylliques ont viré au cauchemar. Un médecin à proximité s'est précipité pour aider. Il y avait peu d'aide qu'il pouvait fournir à la femme qui saignait abondamment. Dans une ambulance, Trish a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a malheureusement succombé à ses blessures. Dan a informé avec douleur les autorités, qui étaient maintenant sur les lieux, que $400 et les 2 bagues précieuses de Trish manquèrent dans le condo. La scène de crime était un désordre, avec des tiroirs tirés comme si quelqu'un cherchait désespérément quelque chose. La police était mal équipée et mal préparée pour gérer un tel cas. Ils ont pris 7 photos Polaroid et ont scellé la scène, promettant de l'enquêter plus tard. La police a interrogé le personnel de l'hôtel qui leur a dit qu'un personnage suspect rôdait près de la maison de plage cet après-midi-là. Ils ont également interrogé Dan, qui était frénétique et sanglotant, et a dit qu'ils étaient un couple heureusement marié en vacances en famille. La police n'avait plus de questions. Suite à cet incident déchirant, un Dan désemparé a imploré les autorités mexicaines de lui permettre de transporter les restes de Trish aux États-Unis pour des funérailles dignes. Les autorités, préoccupées par la mauvaise publicité qu'elles recevraient si la nouvelle s'échappait, surtout celle de riches touristes étrangers rencontrant des fins brutales au Mexique, ont consenti à ce que les restes de Trish soient renvoyés avec sa famille en Arizona. Il est à noter qu'aucune autopsie n'a été réalisée, une procédure qui aurait été obligatoire dans une situation similaire si un incident de ce type s'était produit sur le sol américain. La nouvelle du meurtre de Trish a envoyé des ondes de choc à travers leur communauté à Phoenix en Arizona. Trish était une femme d'affaires prospère, dirigeant une entreprise lucrative de compléments alimentaires à base de plantes avec sa mère. Elle était connue comme une personne parfaite, sans tache, toujours heureuse et ne discutant jamais de ses problèmes avec les autres. Elle était aimée de tous, partout où elle allait. À peine le corps de Trish arrivé, les autorités locales ont reçu de nombreux appels. Des gens prétendant qu'il y avait eu un acte répréhensible, et pas seulement une horrible coïncidence. Il semble que Dan était un homme de contradiction. Pour sa communauté, il était un mari mormon fidèle, droit et assidu à l'église. Il était connu pour sa générosité, aidant souvent dans le quartier et même en ramenant des sans-abri à la maison pour les dîners. Mais en y regardant de plus près, une autre facette de Dan est apparue. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a commencé à découvrir davantage sur la double vie de Dan. Ses collègues ont révélé que Dan était un fêtard qui aimait boire de l'alcool, un comportement considéré comme très peu mormon, et contraire à son apparence. Il était souvent absent du travail, passant son temps et ses frais professionnels à rencontrer des clients, ou selon à ses collègues, sur une femme appelée Yesenia, sous prétexte qu'elle était une cliente. Une blague circulait même au bureau. On voyait souvent Dan se rafraîchir dans la salle de bain, sortir en sentant fort le parfum, puis traverser le bureau déclarant qu'il allait voir un client. Cependant, tout le monde savait qu'il allait vraiment passer du temps avec Yesenia Patino. La police était maintenant curieuse de savoir qui était cette femme mystérieuse. Entrait Yesenia Patino, une jeune femme exotique qui a déménagé en Arizona avec sa famille à l'âge de 6 ans. Elle menait une vie sauvage, passant de bar en bar, d'homme en homme,
Elle a rencontré Dan fin 1989 alors qu'elle attendait un bus et il s'est arrêté dans sa Jaguar tape à l'œil. Il a flirté avec elle, la réprimandant en plaisantant pour avoir jeté un emballage de bonbons par terre. Il lui a proposé un lift et lui a donné sa carte de visite, suggérant de manière ludique un voyage de vacances et des boissons. Il semblait que Yesenia avait trouvé le type d'homme qu'elle cherchait toujours, un homme désireux de la gâter, de l'emmener dans des endroits coûteux et de la couvrir d'attention. Dan avait persuadé sa femme qu'il avait besoin de cours d'espagnol pour mieux naviguer dans ses perspectives d'affaires au Mexique, bien sûr. Par la suite, il a même présenté Yesenia à sa femme et à ses enfants comme sa professeure d'espagnol. Peu de temps après, il a également commencé à faire des voyages fréquents au Mexique, emmenant Yesenia avec lui. Yesenia a été décrite comme étant d'une beauté frappante avec une personnalité passionnée et ardente. Peut-être que c'était cette passion qui alimentait leur relation. Dan gardait même une photo de Yesenia affichée dans son bureau avec les mots « À mon futur mari, Dan Willoughby » écrit dessus. On ne sait pas si à l'époque sa femme soupçonnait quelque chose sur la nature de leur relation ou si son fort sens de la moralité et de la foi l'empêchait de voir son mari de manière défavorable. Pour ceux qui le connaissaient, la relation de Dan avec Yesenia était loin d'être un secret bien gardé. Il était rapide à se vanter de sa nouvelle tutrice espagnole attrayante, se vantant même qu'elle était, je cite, « incroyable au lit ». En quelques semaines, le monde de Yesenia a changé dramatiquement. Dan a arrangé un appartement pour elle à proximité de sa résidence. Il a persuadé Trish que c'est leur devoir moral de payer son loyer. Mais comme le dit le proverbe, ce qui se passe dans l'obscurité vient à la lumière. Le mode de vie somptueux de Dan et ses absences au travail ont finalement eu raison de lui, et il a été licencié de son emploi. Dan Willoughby, autrefois une figure respectée de sa communauté, dépendait maintenant uniquement des revenus de Trish. Malgré la perte de son emploi, Dan a continué à mener une vie de luxe, tout en gardant Yesenia comme sa professeure d'espagnol. Ses absences fréquentes et son style de vie somptueux, financé par les revenus de Trish, ont commencé à semer des graines de ressentiment au sein de la famille. La maison autrefois heureuse était maintenant remplie de tensions et d'incertitudes. Trish, qui soutenait seule la famille, était de plus en plus inquiète des absences inexpliquées de Dan. Ses préoccupations étaient repartagées par sa mère, qui commençait à soupçonner que quelque chose n'allait vraiment pas. Dan déposait fréquemment les enfants à l'école et passait le reste de la journée dans l'appartement de Yesenia, pratiquant sans aucun doute plus que simplement l'espagnol. Trish se sentait de plus en plus mal à l'aise car elle ne pouvait pas joindre Dan tout au long de la journée, malgré le fait qu'il ne travaillait plus. Sur les conseils de sa mère, elle a parlé à Dan. À l'automne 1990, les soupçons de Trish ont atteint un point de non-retour. Elle a décidé de faire face à la situation de front et est allée chercher Dan à l'appartement de Yesenia. Ce qu'elle a découvert là-bas a tout changé. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle est entrée et a trouvé Dan dans la chambre de Yesenia, enfilant rapidement sa chemise. Yesenia, entendant la voix de Trish entrer dans l'appartement, s'est immédiatement cachée. La confrontation était inévitable et Dan le savait. Après une courte dispute, Trish, toujours sous le choc, est sortie en trombe, Dan essayant de la rattraper. Dan a parlé à Yesenia lui demandant de tout nier si Trish lui parle et d'insister sur le fait qu'elle n'est que son professeur d'espagnol. Le lendemain, Trish a confronté Yesenia à la piscine publique de la résidence d'appartement. La conversation a dégénéré et les voix se sont élevées, mais Yesenia a nié toute implication romantique avec Dan. Elle a même proposé de cesser les cours particuliers à Dan si cela nuisait à leur mariage. Mais la réalité était tout autre. Yesenia et Dan ont continué à se voir, mentant à Trish sur leur relation. Avançons rapidement jusqu'au 1er mars 1991, les enquêteurs ont amené Dan pour un interrogatoire. Pendant leur interrogatoire, les détectives ont délicatement abordé le sujet de la grande fortune que Dan hériterait de l'entreprise prospère de Trisha et de ses polices d'assurance vie. Une question qui, dans des circonstances normales, aurait pu être rencontrée avec une réponse simple, mais pas cette fois. La réaction de Dan était tout sauf ordinaire. Son visage a rougi, son comportement s'est modifié et il est apparu visiblement troublé.
Il a répliqué avec une question à lui, sa voix teintée d'un mélange de peur et d'indignation. « Suis-je un suspect dans cette affaire ?» Sa défense soudaine, son agitation, c'était comme une sirène qui retentissait dans l'esprit des enquêteurs. C'était un gros drapeau rouge. Pendant ce temps, la police recherche également Yesenia. Il visite son appartement mais trouve des déménageurs et des emballeurs, soupçonnant qu'elle prévoyait de fuir le pays. Il la retrouve dans un hôtel près de l'aéroport, juste avant qu'elle ne soit censée prendre un vol. En fouillant les affaires de Yesenia, il découvre une carte de sécurité sociale appartenant à un certain Alfredo Pinto, un homme accusé de prostitution en Oregon. Alors, qui est Alfredo Pinto? Yesenia a ensuite révélé qu'elle était, ou plutôt est, Monsieur Pinto. Yesenia Patino González est née homme et a même été mariée à un homme nommé Jack qui a également financé sa chirurgie de réassignation sexuelle après leur mariage. Cela a laissé les enquêteurs encore plus perplexes car il n'y avait pas de mariage homosexuel à l'époque, ni au Mexique, ni aux États-Unis. Avec la révélation de ces détails complexes concernant Dan, Trish et Yesenia, les enquêteurs se sont trouvés intrigués et désireux de creuser davantage l'affaire. Lors de l'interrogatoire, Yesenia a nié être impliquée dans un quelconque complot contre Trish. Elle a admis avoir été au Mexique pour faire la fête avec des amis le week-end où Trish a été assassinée, mais a affirmé qu'elle ne savait pas que Dan était là. Confrontée aux bagues de Trish trouvées dans son portefeuille, elle prétend les avoir obtenues d'un homme sur la plage. Complètement imperturbable face à ces accusations, Yesenia semblait calme et flirtait même avec le détective. À un moment, elle se penche vers lui et dit « Détective, je sais ce qu'un homme veut ». En raison d'un manque de preuves contre elle à l'époque, la police a utilisé un mandat de vol à l'étalage existant pour la mettre en prison. Lorsque Dan a été interrogé plus tard sur le sexe de Yesenia à la naissance, il a prétendu être totalement ignorant de son identité transgenre. Il a affirmé qu'elle n'avait pas de pomme d'Adam visible ou de voix grave et qu'elle était entièrement une femme. Compte tenu de la nature intime de leur relation, cette révélation a laissé les enquêteurs stupéfaits. L'un d'eux a même déclaré, je cite, « Tu viens juste de ne pas pouvoir inventer ce genre de choses. La vérité est bien plus folle que la fiction. » À la recherche de plus de preuves, la police a exhumé le corps de Trish pour pratiquer une autopsie. Le médecin légiste a trouvé un hématome sur l'abdomen de Trish et des preuves qu'elle avait été frappée à la tête 9 fois. Elle avait également été poignardée à la tête avec un couteau à beurre et il y avait une ecchymose, un type de contusion sur son corps qui était compatible avec une blessure provenant d'un coup de poing droitier. Le 4 mars 1991, dans un effort conjoint avec les autorités mexicaines, une équipe de spécialistes médico-légaux des États-Unis a obtenu l'accès à la maison de plage où tout avait initialement eu lieu. L'équipe a découvert des preuves convaincantes incriminant Yesenia. Ces empreintes ont été retrouvées sur la scène de crime, notamment sur la porte arrière et une bouteille de soda. Cependant, aucune preuve médico-légale directe n'a été trouvée contre Dan Willoughby. Au moment où les résultats de la médecine légale et de l'autopsie ont été publiés, Yesenia avait déjà été libérée de prison et s'était enfuie au Mexique. La police, en coopération transfrontalière, l'a recherchée partout et grâce à l'exposition médiatique, a finalement eu une piste. En décembre 1991, quelqu'un avait signalé avoir vu Yesenia travailler dans un bar au Mexique et avait appelé les stoppeurs de crime. El Acial a été arrêté dans une cantina bondée à Mazatlan et a accepté de coopérer avec la police de l'Arizona. Yesenia s'est vue présenter une proposition. Si elle acceptait d'être extradée vers les États-Unis d'Amérique et témoigner contre Dan lors de son procès, elle recevrait une peine réduite. Elle a accepté cette offre. Avril 1992, le procès de Dan Willoughby s'est déroulé. Un complot glaçant a commencé à émerger de l'ombre. Yesenia, l'enseignante d'espagnol devenue amante, a pris la parole, sa voix résonnant dans le tribunal silencieux. Elle a témoigné que Dan avait parlé à plusieurs reprises de tuer sa femme, ses paroles dessinant une image horrifiante de préméditation. Dan avait évoqué l'achat d'un silencieux pour arme à feu au Mexique, noyé Trish lors d'une plongée sous-marine ou la poussée d'une falaise au Grand Canyon. La salle d'audience a retenu son souffle lorsque Yesenia a raconté un dîner dans un restaurant en mai 1990 où Dan a déclaré de manière glaçante
Je pense que je vais l'emmener au Mexique et m'en débarrasser. Il a même parlé de faire tuer par ses connexions mafieuses. Yesenia a révélé que Dan avait eu des discussions avec Trish et sa mère sur l'avenir de leur entreprise en cas de décès de l'une d'entre elles. Il les a persuadés d'accepter un arrangement de rachat financé par l'assurance. Trish était couverte par plusieurs polices d'assurance, y compris une stupéfiante police de 750 000 $ acquise quelques mois seulement avant son décès prématuré. Yesenia a révélé que 3 mois avant l'incident, Dan a commencé à élaborer méticuleusement son sombre stratagème. Il lui a confié qu'il voulait avoir la satisfaction de tuer Trish lui-même et a donné à Yesenia des instructions spécifiques sur son rôle. Elle devait entrer après son départ, bousiller la scène pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, nouer une corde autour du cou de Trish et attaquer son corps avec un couteau, puis partir avec quelques objets de valeur et de l'argent. Pour préparer son sinistre plan, Dan a loué un appartement à Rocky Point, un peu éloigné des autres dans la région et a payé en espèces. Lui et Yesenia ont fait 2 voyages de Phoenix à Rocky Point Beach pour explorer la région et revoir leurs plans. Dan a organisé pour que le frère de Yesenia l'emmène à la plage le jour du crime. L'après-midi où leur sinistre complot a été exécuté, Dan a rencontré Yesenia et son frère sur la plage. Après une courte discussion sur leur projet, Dan est retourné au condo. Yesenia a laissé son frère dans un parc et a conduit jusqu'à un endroit avec une vue sur le condo. Après que Dan et les enfants sont partis pour le musée, c'était son signal pour entrer dans le condo par la porte arrière, déverrouillée. Prenant le couteau de la cuisine, Yesenia est allée à la chambre et a vu Trish allongée inconsciente sur le lit, trempée dans son propre sang. Trish respirait encore, chaque souffle produisant un gargouillis. Suivant le plan de Dan, Yesenia a poignardé et étranglé Trish mais n'a pas réussi à la tuer. Après avoir pris les bagues et l'argent de Trish et dispersé le contenu de son sac à main, Yesenia s'est enfuie, retrouvant son frère pour le voyage de retour en Arizona. Suite à cet événement tragique, Dan a initié une série d'actions pour détourner les soupçons. Il a ordonné à Yesenia de quitter l'Arizona, la conduisant à retourner au Mexique. Il a convoqué une réunion de ses voisins où il a réfuté toute implication dans l'incident et les a dissuadés de collaborer avec la police. Dan s'est aussi beaucoup appliqué à effacer ses traces. Il a dit au frère de Yesenia de tromper la police en niant l'avoir rencontré au Mexique. Il a cet état averti le mari de Yesenia, Jack, de rester en dehors de ça. Il a contacté son agent de voyage demandant d'effacer les détails du voyage du système informatique de l'agence. Dan a également demandé à son ancienne secrétaire de témoigner de son caractère en tant qu'homme de famille dévoué au cas où la police viendrait poser des questions. Il lui a même donné pour instruction d'intimider un ancien collègue pour l'empêcher de révéler des informations sur Yesenia à la police. À l'époque, Dan avait fourni de fausses informations aux enquêteurs, affirmant que les gardiens de la copropriété avaient repéré 3 individus d'origine amérindienne dans un pick-up noir à proximité. Il a été révélé que Dan avait pu réclamer une ancienne police d'assurance vie pour sa femme, mais n'avait pas pu percevoir la police souscrite pour le plus gros accord de rachat entre Trish et sa mère. Les enquêteurs ont également découvert un détail choquant le jour de l'incident. Des déclarations de ses propres enfants ont révélé qu'après avoir quitté le condo, Dan leur a demandé d'attendre dans la voiture, prétendant qu'il avait oublié son passeport et qu'il serait de retour en 5 minutes. Il est resté dans le condo pendant environ 15 minutes, pendant lesquelles sa fille aînée, qui voulait savoir ce qui retenait son père si longtemps, a essayé d'entrer mais n'a pas pu, car la porte d'entrée était verrouillée. On suppose que c'est à ce moment que Dan a mené son attaque contre Trish, et cela correspondait au témoignage de Yesenia. Il a ensuite été vu par les enfants sortant de la porte d'entrée, rentrant un nouveau chemisier. Pendant l'enquête, le gouvernement mexicain a coopéré avec les responsables de l'Arizona en leur permettant d'interroger Yesenia et en leur accordant également la garde temporaire d'elle, afin qu'elle puisse témoigner lors du procès de Dan. En retour de sa coopération, l'État de l'Arizona a accepté de ne pas poursuivre Yesenia et de tenter de faire réduire sa peine au Mexique. Cependant, lorsque Yesenia a été inculpée par les autorités mexicaines et qu'elle a plaidé coupable, elle a reçu la peine maximale possible, la réclusion à perpétuité. De retour en Arizona, le grand jury a inculpé Dan pour meurtre prémédité de 1er degré et plusieurs autres infractions,
tels que le vol à main armée, l'entrave à une enquête criminelle, le dépôt d'une fausse réclamation d'assurance, etc. Compte tenu de tout ce qui a été présenté lors du procès et de l'inculpation du jury sur tous les chefs d'accusation, le juge a prononcé la peine maximale. Dan a été condamné à mort. Cependant, 3 ans après le procès initial, en septembre 1995, Yu Yesenia a écrit une lettre au juge américain affirmant qu'elle seule était responsable de la disparition de Trish et que Dan était innocent. L'examen médico-légal du sang contredisait la version initiale des faits. 2 types distincts de projections de sang ont été trouvés sur les draps de la scène du crime, suggérant que la victime a été attaquée 2 fois en environ 10 minutes, corroborant la première confession de Yesenia. Elle n'a pas agi seule et est entrée dans le condo après que Dan a déjà attaqué Trish. En novembre 1999, la condamnation de Dan a été annulée et la peine de mort a été retirée de la table. Au second procès, les procureurs lui ont infligé 2 peines de prison à vie consécutive. Dan maintient son innocence à ce jour. Le cas de Dan Willoughby est un rappel glaçant des profondeurs auxquelles les êtres humains peuvent y sombrer lorsqu'ils sont poussés par l'avidité et la jalousie. Dan avait tout: une famille aimante, une carrière florissante, une réussite financière et un grand avenir. Pourtant, il a tout gâché en poursuivant ses sombres tentations et a causé une souffrance profonde à celle qu'il avait juré d'aimer et de protéger. En effet, les derniers moments de Trish ont été tragiquement marqués par la souffrance aux mains de ceux qu'elle avait généreusement soutenus. Malgré sa gentillesse et son soutien, elle a été trahie par les personnes même qu'elle aimait. Cette réalité frappante sert de rappel sobre des profondeurs de la trahison humaine. Pourtant, en se souvenant de Trish, nous devons honorer sa force, sa résilience et sa foi inébranlable. Qu'elle repose en paix. L'histoire de Trish, Dan et Yesenia nous sert de sombre rappel du côté obscur de la nature humaine. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche, car nous avons encore beaucoup de cas choquants à découvrir. Merci pour votre soutien.